Rencontre active, c'est un parrain qui donne 100 francs par mois pour une famille dont il a reçu un dossier. Il a reçu un dossier où il a la photo de l'enfant ou de la famille, l'histoire de la famille, et en échange de ce dossier, il doit envoyer 100 francs par mois. Ces 100 francs par mois serviront de cette façon. 45% de l'argent ira pour l'éducation, 35% pour la santé. La santé, c'est quelque chose de très important pour une famille. Les 35% n'iront pas simplement pour l'enfant qui est parrainé, mais pour les besoins de l'ensemble de la famille. Et 20% iront pour ce que nous appelons les frais administratifs. Mais n'oublions pas que les frais administratifs, ce n'est pas simplement acheter du papier. C'est aussi payer des institutrices pour les maternelles, payer des institutrices pour aller visiter les familles, pour le confort de la famille. Donc ce n'est pas 20% qui se mettent dans la poche de quelqu'un, c'est 20% qui servent réellement pour le service de la famille. ENETSA, c'est enfant, éducation, santé. Donc ça reflète bien l'objectif de Rencontre active. ENETSA gère l'argent des parrainages. Nous avons décidé, en commun accord, de ne pas donner d'argent liquide dans la main des familles. Pour une raison, c'est qu'il est très malsain pour tout un chacun de recevoir de l'argent sans travailler. ENETSA est aussi une association qui reçoit de l'argent du Comité français de soutien contre la faim pour un projet de développement dans les bidonvilles et les villages autour de Mysore. Nous avons commencé à travailler sur un programme de nutrition avec l'aide du CFCF pour pouvoir découvrir ce qu'est un bidonville, pour pouvoir découvrir quels sont les besoins réels d'un bidonville, car il est très facile de rentrer dans un endroit et de dire mais ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela, il faut donc faire ceci. Et ça, c'est peut-être la mauvaise manière de faire du travail. Il faut approcher la population pour savoir quels sont les besoins et faire de telle sorte que cette population prenne en charge le problème du bidonville. Donc nous avons commencé par un programme de nutrition. Sur ce programme de nutrition, c'est greffé en une classe des maternelles. Là-dessus, se sont greffés également une section de travail pour les femmes. Elles font des basons d'encens.
Se sont greffés également l'implantation d'un programme d'eau potable, c'est-à-dire qu'il y a eu une pompe à eau électrique avec 10 robinets installés dans le bidonville et gérés par le bidonville. C'est ça qui est le plus important. L'eau potable, c'était important, mais c'est très important qu'il y ait un comité du bidonville qui gère. Cela veut dire que chaque famille paie 3 roupies par mois pour avoir de l'eau potable, qu'il paye l'électricité, qu'il s'occupe de l'entretien, de l'installation, etc. Ainsi, une organisation se crée, une prise de conscience du pouvoir d'un groupe s'est créée et on peut ainsi aussi penser à l'école, au dispensaire, par l'intermédiaire de ce groupe créé dans le bidonville. C'est un développement par les gens, pour les gens et par les gens. Nous ne nous substituons pas à eux en mettant une structure, quelle qu'elle soit, des bâtiments, quels qu'ils soient, dans le bidonville. Je voudrais présenter le docteur Satyanarayana, qui est le trésorier de l'association, c'est-à-dire le trésorier des médecins, qui travaille avec nous depuis 5 ans. Et le docteur Satyanarayana nous a donné beaucoup de satisfaction, dans le sens où il nous aide beaucoup sur le plan médical. Les gens qui sont malades, il leur donne des consultations gratuites. Et puis, dans un autre sens, c'est qu'il est notre garantie sur le plan trésorerie. Tout ce qui est dépensé pour l'association, eh bien, il vérifie, etc. Et ça, c'est notre garantie de ne pas pouvoir utiliser l'argent pour faire autre chose que le travail social. Donc, je voulais surtout que tout le monde sache qu'on a des gens comme ça en Inde qui sont en dehors de leur profession, donnent leur temps pour aussi aider les gens de leur pays. I welcome you to our country and to see our progress in our project. And I thank you very much for nationals of France who have helped us in helping our poor and needy people. Thank you.
Bien, nous sommes à Bangalore, la capitale de l'État du Karnataka, à 160 km de Mysore. Et je voudrais vous présenter le docteur Philippe Alexander, avec lequel nous travaillons. Le docteur Philippe Alexander est un chirurgien en cardiologie. Et je vais essayer de vous expliquer en quelques mots comment nous sommes entrés en relation. En fait, dans notre bidonville, nous nous sommes trouvés face à des problèmes assez cruciaux, des enfants, des jeunes adultes, des adultes de 30 à 35 ans, avec des problèmes cardiaques dus à des séquelles de rhumatisme articulaire aigu qui nécessitaient un remplacement de valves cardiaques. On se trouvait un petit peu démunis parce qu'il n'y avait personne à Mysore qui pouvait faire ce genre de chirurgie. Et nous avons approché le docteur Philippe Alexander qui, à cette époque, oui, sans la structure qu'il a mis en place actuellement, nous a donné des services gratuits pour les pauvres. Et beaucoup ont donc bénéficié de ces services et actuellement vivent grâce à des valves qui ont été remplacées. Et par la suite, donc, nous sommes restés en relation et il continue à nous rendre ce genre de service. Mais lui avait commencé à construire un hôpital de pointe en cardiologie à Bangalore et nous avait expliqué que cet hôpital serait un hôpital conçu simplement sur des dons. Cela voulait dire que si un individu ou une société investissait 35 000 francs dans cet hôpital, les patients qui seraient envoyés par l'individu ou l'organisation ou la société auraient des services gratuits dans l'hôpital. Donc la mairie de Grande-Synthe en France, par l'intermédiaire du docteur Collet, a fait un don de 35 000 francs pour Kenetsa et donc les pauvres des bidonvilles puissent bénéficier de ces services. Yeah, I want to take this opportunity to thank the people of France, especially the corporation in France that has helped to procure funds to donate a room at Bangalore Heart Hospital and Research Center through Adensa. En fait, on se fait face à un problème. On va avoir tous les services gratuits, mais pas les valves. Les valves, on ne les trouve pas gratuites. Et une valve ici coûte 10 000 roupies. Alors même si nos patients arrivent à avoir des services gratuits, on n'aura pas les valves. Il faudra encore trouver de l'argent pour les valves. Alors là, je fais un appel, je ne sais pas à quelle compagnie, mais s'il y a des compagnies en France qui connaissent un moyen d'avoir des valves gratuites pour qu'on puisse opérer des gens pauvres et leur donner un espoir de vie, et pour qu'ils puissent s'occuper aussi de leur famille, eh bien, je pourrais dire merci tout de suite. Ici, nous sommes dans une communauté que l'on appelle une communauté d'intouchables. C'est un quartier de Mysore qui s'appelle Ashokpuram et dans lequel nous avons à peu près une centaine de familles. Le côté des intouchables est très particulier. C'est qu'il y a une façon de, comment dire, le fait qu'ils soient tous ici comme dans un ghetto, fait qu'il y a une forme d'agressivité qui se retrouve. Tout à l'heure, nous avions une petite expérience au niveau de cette famille. On voyait la belle-sœur taper un enfant, etc. Il demandait quelque chose. Simplement, l'enfant n'a pas le droit de s'exprimer. Ce qui fait que l'adulte, quand il veut faire quelque chose, eh bien, lui non plus ne s'exprime pas. Et on s'est aperçu qu'en fait, cette famille qui est parrainée, on ne la connaissait pas. Nous qui sommes là depuis longtemps, ils viennent nous voir. La maman ne nous disait rien. Elle ne nous expliquait pas exactement quelle était sa situation. Elle avait tendance à nous dire que tout allait bien. La seule chose, c'est qu'elle n'avait pas assez d'argent pour l'école et la santé. Et aujourd'hui, nous avons découvert que cette famille
de 3 enfants, eh bien il y a un gros problème dans l'ensemble. C'est que le papa n'est pas chez lui, il est chez sa belle-mère, que c'est dans cette famille un groupe de femmes qui commandent, et en particulier la belle-mère, et le mari, après sa journée de travail, quand il veut parler avec sa femme, s'il veut se faire entendre, souvent il n'a qu'une solution, c'est de la battre. On se retrouve ici dans une situation bien particulière d'une communauté où, pour une fois, dirais-je, c'est l'homme qui se trouve très frustré et qui ne peut pas agir, alors que souvent, quand la femme est dans sa belle famille, c'est tout le contraire. La femme ne peut pas, elle, bouger. Là, c'est le mari. Mais le mari, lui, il a, par contre, encore la force physique. Donc, sans moyen de s'exprimer, c'est un petit peu la violence. Les 3 enfants, nous avons essayé, dont il y avait une petite histoire de montre, je crois que ça peut être intéressant à dire. Le parrain avait envoyé une montre pour le papa. Et en fait, la famille s'est jetée sur cette montre et ne voulait pas la donner au papa parce qu'il était en état d'infériorité ici. Et cette montre devenait l'objet d'une grande dispute familiale parce que la belle-maman voulait, elle, que cette montre soit donnée à l'usurier pour avoir de l'argent. Et le papa, lui, ne pouvait plus s'exprimer. Donc hier au soir, ils se sont battus, se sont querellés, etc. autour d'une montre. Ce matin, nous avons essayé de leur expliquer ce que ça signifie de recevoir un cadeau et que c'est la personne en question qui doit recevoir le cadeau et ça ne doit pas être utilisé par la famille, même s'il y a un besoin au niveau de la famille. Lorsque nous visitons une famille, quelle qu'elle soit en Inde, au moment de partir, il est de coutume de donner un fruit, souvent une banane, une feuille de bétel et de la noix de bétel. C'est très traditionnel, ici tout du moins dans le sud, je l'ai toujours vu faire. Bien, maintenant j'aimerais vous présenter 2 de nos collaboratrices indiennes qui s'occupent des parrainages, Nagamani et Arokameri. Arokameri a un rôle un petit peu spécial puisqu'elle s'occupe des enfants handicapés dans les bidonvilles. Nagamani s'occupe beaucoup plus directement de la correspondance avec les parrains et de la tenue des dossiers et aussi des relations avec les familles. Elle va visiter les familles et elle essaye de savoir ce qui va, qui ne va pas, etc. Balia, 6 heures du matin. Chambija, le père de Vijayakumar, entame sa nourriya de bindis pour constituer la réserve de la journée. Pendant que Najamani, sa mère, prépare le petit déjeuner, Vijayakumar et les 3 autres enfants font leur toilette. Ici, pas question de gaspiller l'eau. Le menu du petit déjeuner est composé de riz agrémenté d'une sauce pimentée à base de dalle, une lentille riche en protéines. Pendant ce temps, la tante des enfants pile la noix de coco pour le repas de la mi-journée. Comme tous les écoliers, le petit déjeuner représente un moment important de la journée. « 8h30, Vijayakumar prépare ses affaires de classe.
Ensuite, tous les enfants s'habillent. Un dernier bouton et voici Vijaya Kumar fin prêt. Maintenant, c'est à papa de se préparer. Aujourd'hui, Nanjamani a permis exceptionnellement Sujata, la petite sœur, de tracer le traditionnel Ranguni, une figure géométrique que les maîtresses de maison exécutent tous les matins sur le seuil de la porte en signe de bienvenue. Avant d'aller au travail, le père fait sa puja, la prière des hindous. C'est le moment du kumkum, ce maquillage traditionnel que l'on fait après la prière. Puis, c'est la distribution du casse-croûte. Chacun sa petite gamelle. « 9h30, c'est le départ pour l'école. Le père accompagne sa progéniture jusqu'à la station d'autobus. Le trajet ne durera qu'une dizaine de minutes pour atteindre l'école Sainte Rita, une institution catholique comme tant d'autres dans le sud de l'Inde. Les enfants vont à l'école du lundi au vendredi avec 5 heures de cours par jour. L'année scolaire commence pendant la mousson en juin et se termine avant les grosses chaleurs de mars. « 10h moins le quart, c'est le grand rassemblement dans la cour où tous les enfants se mettent en rang pour la prière catholique celle-ci. Cette véritable cérémonie religieuse est scandée par des prières chantées en Kannada, la langue maternelle des enfants. Voici un bel exemple de discipline pour la rentrée en classe, vestige encore existant d'un passé colonial. Début des cours. Aujourd'hui, c'est le cours d'anglais, la deuxième langue après le Canada. Look at the man in the picture. He's got a monkey on his back monkey. Look at the animal. Retournons à Palia, chez Nanjamani, qui continue son labeur de mère de famille.
Après la lessive, les commissions. Chez l'épicier du village, elle achète 2 kilos de riz au prix de 10 roupies. Et 1 kilo de pommes de terre au prix de 3 roupies. Au total, 13 roupies de dépensées. Grosse dépense, surtout si l'on considère que le salaire du père est de 20 roupies par jour. Nous voici devant le bâtiment des services techniques de la ville de Mysore, où travaille le père de Vijaya Kumar. Il y exerce la fonction de washman, homme à tout faire. Même s'il ne gagne pas énormément d'argent, il a la chance d'avoir un emploi stable, ce qui lui permet de nourrir sa famille. Sans l'aide de la marraine de la famille, il ne pourrait subvenir à l'éducation de ses 4 enfants. « 16h30, les écoliers attendent patiemment la fin des cours en révisant leurs leçons. Nanjamani est là pour récupérer les enfants. Après l'école, le temps pour la détente. Le soir venu, Nanjamani prépare le repas des enfants qui pour l'instant font leurs devoirs pour le lendemain. Après avoir pris le repas du soir, ils se coucheront sur leur natte et s'endormiront dans les bras d'une douce divinité hindoue.
ಲಾತೋಗಿವೆ ತಲೆಗಳ ಬಾಗಿವೆ ಏನಿದು ತೋಳಿ ಓ ಗಾಳಿ ಸುಳಿಯುತ್ತ ಬಂತೆ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಕಣ್ಣನು ಮುಚ್ಚುತ್ತ ಬಾಳವನೆತ್ತಿ ದನ ಓಡುತ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪಲು ಸುತ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಕರು ಎಂಬತ್ತಿ ಏನಿದು ದೋಳಿ ಹೋಯಿತು ಎಂಚು ಹಾರಿತು ಹುಲ್ಲು ಒಬ್ಬೆಯು ಬರಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲು ಕೇಳುವರ್ಯಾರು ಮುಂದಿಯ ಗುಲ್ಲು ಏನಿದು ದೋಳಿ ಏನಿದು ಕೋಪ ಯಾರಳಿ ಶಾಪ. J'ai décidé de parrainer après mon premier voyage en Inde et à mon retour de l'Inde, j'ai compris la différence entre nos deux civilisations, nos deux cultures. Elle était si importante qu'il était vraiment impossible de bien la comprendre et je me suis intéressée de près à une possibilité d'aider ce peuple qui est quand même très pauvre et particulièrement les enfants qui sont très touchants. J'ai compris à quel point on pouvait faire du bien à ces gens-là, leur donner ne serait-ce que la possibilité d'aller à l'école, compris combien le parrainage pouvait être une action efficace et sur le terrain, comparativement à la formule de l'adoption à laquelle j'avais pensé il y a quelque temps, qui, hélas, enlève les enfants de leur milieu naturel, de leur culture, les sort de leur famille, pour en fait une bouchée de pain. Ici, grâce au parrainage, avec 100 francs par mois, on arrive à aider la famille, à scolariser les enfants qui ont droit à l'école, à la tenue de classe. Et on arrive même avec les excédents à aider la famille spécifiquement selon ses besoins, en cas de maladie ou d'alimentation ou autre. Là, tu as tout le groupe là, hein. Regarde. Et photogénique.
village où Josie Anna parraine. Ce village, en fait, c'était le premier village dans lequel nous avons commencé de travailler il y a 6 ans. Et il y a eu une forte opposition de la part de certaines personnes qui ont commencé une école privée dans cet endroit et qui profitaient des gens. Et ils ont, par l'intermédiaire d'influences politiques, ils ont agi de telle sorte qu'on soit obligé de quitter l'endroit. Et c'est ainsi que nous sommes partis travailler dans un autre bidonville qui s'appelle Natchanhalipalya. Et à Natchanhalipalya, nous avons un très bon soutien de la population. Ici, il y a simplement 5 familles de parrainés. Namaskara, maman. Comme ces images le témoigneront, vous verrez la joie sur tous les visages. Et je voudrais dire la différence du comportement de chacun durant ces beaux moments que nous avons vécus ensemble. L'année dernière, tout le monde était fermé, inquiet, timide. Cette année, toutes les photos vous le montreront, les visages sont souriants. La famille nous a accueillis les bras ouverts, nous avons eu droit aux tables, aux chaises. Tout le village a participé à notre repas. Mais je sais qu'un lien nous relie très fort maintenant et que j'ai pu constater cette année combien le parrainage est important dans leur vie. Toute la famille est détendue, souriante. Je crois que la sécurité agit beaucoup sur leur état d'esprit. Et j'espère surtout avoir l'occasion de revenir l'année prochaine. J'invite tous les parrains à venir faire cette visite pour comprendre le parrainage et l'impact du parrainage dans les familles. Certains parrains n'écrivent jamais. Je conçois que certaines personnes n'aiment pas écrire, qu'ils se sentent inconfortables aussi dans le fait d'écrire à quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu. Mais moi, je convie tous les parrains au moins à envoyer une carte postale par an avec un tout petit mot. Je vais bien, je pense à vous très fort, je vous embrasse et la signature. Ça fait tellement plaisir aux enfants. Ils ont l'impression que vous existez vraiment parce qu'ils reçoivent du courrier. Et puis, je demande aussi à certains parrains de ne pas écrire 2 pages. Parce que, d'abord, il est très difficile d'expliquer aux enfants ce contexte occidental. Et puis, notre secrétaire ici, elle doit traduire toutes ces lettres en Canada. Et il est vrai que cela fait beaucoup, beaucoup de travail. Alors, si j'ai un conseil, puis une demande à faire auprès des parrains, c'est du courrier, il en faut. C'est ça le ciment de l'action, mais il ne faut pas s'étendre, il faut envoyer des cartes postales parce que les enfants adorent ça. Et envoyer des photos. Des photos, c'est quelque chose de merveilleux. Ils aiment vos photos, ils les mettent sur les murs dans leur maison, etc. Ça fait vivre la relation. Un enfant ou une famille qui reçoit une carte ou une lettre de France, c'est un pays très loin, c'est une pensée qui voyage. Et ça aussi, c'est important pour eux. De savoir que quelque part, il y a quelqu'un qui pense à eux. Donc, écrivez une carte postale, des lettres courtes, en anglais si possible. Si ce n'est pas possible, vous envoyez le courrier en France. On vous communiquera une adresse où vous pouvez envoyer le courrier à traduire. Mysore est la deuxième ville après Bangalore de l'état du Karnataka, située au sud de l'Inde. Avec une altitude de 756 mètres, cette cité possède un climat très agréable, surtout du mois d'octobre à mars, la période d'hiver.
Ces 700 000 habitants recensés vivent dans quelques 80 000 maisons. Les autres, victimes de l'exode rural, vivent dans les rues ou dans les quartiers excentrés de la ville. Dans ces artères constamment encombrées, circulent quelques 25 000 voitures, 80 000 cyclomoteurs, sans oublier les 5 000 rickshaws, sortes de triporteurs à moteur utilisés comme taxis bon marché pour le transport d'une ou deux personnes. Les quelques 100 millions de vaches sacrées ne se contentent pas de regarder passer les rickshaws. Elles produisent jusqu'à 700 millions de tonnes de fumier qui est utilisé comme combustible sous forme de briques de bouse. Cela permet ainsi une économie de quelques 27 millions de tonnes de pétrole. Le marché de Mysore est réputé pour son odeur de jasmin que l'on appelle le Mysore Malij. On y trouve en abondance une grande variété de fruits et légumes et toutes sortes d'autres produits. Il est très agréable de déambuler dans ces allées recouvertes par de très larges bâches, typiques dans cette région du sud de l'Inde. Là où on trouve de la viande, c'est la partie musulmane du marché. Il ne faut pas oublier qu'il y a 89 millions de musulmans en Inde sur une population globale de 850 millions d'habitants. Ces lamas ne sont pas du tout des touristes. Ils font partie de la communauté d'exilés tibétains installés en Inde depuis l'oppression chinoise. En 1975, l'État du Karnataka a accueilli quelques 2000 familles réparties sur 5 villages aux alentours de Mysore. Mysore est aussi la ville de la soie, où les tisserands mettent toute leur habileté pour confectionner de merveilleux saris, convoités par les femmes de l'Inde entière. Dans ces boutiques, les touristes peuvent utiliser leur plastic money, expression favorite des commerçants. C'est aussi la ville de l'artisanat. On y sculpte avec beaucoup de minutie le bois de santal, la richesse du Karnataka, le premier producteur sur le plan mondial. En Inde, Mysore est décrite comme une Ganda Dagadi, qui signifie petite merveille en bois de santal. Chamundi Hill, au lieu touristique. Son temple aurait été construit il y a près de 2000 ans. C'est une pure splendeur architecturale. La légende nous dit que Chamundi tua sur cette colline le démon Mahishasura, symbolisé par cette magnifique statue. En descendant, les visiteurs auront la surprise de rencontrer des petits singes glanant quelques friandises au passage.
Nandi Bull, cette imposante statue de 8 mètres de large et 5 mètres de haut, représente la monture du dieu Shiva. Situé au cœur de la ville, le palais du Maharaja, dont l'architecture rappelle celle de Buckingham Palace, est surmonté de coupoles en or. Cet édifice féerique s'illumine tous les dimanches soirs. C'est la sortie favorite des habitants de Mysore qui viennent rêver en famille devant ces milliers d'ampoules magiques. Outre ses 100 temples, Mysore possède aussi 15 églises et 60 mosquées. Autre temple, celui de l'image. La ville possède 25 salles de cinéma et même un studio de tournage. Il faut savoir que c'est l'Inde qui produit le plus grand nombre de films dans le monde. L'Inde est peu mécanisée. Dans ce pays à l'aspect moyenâgeux, l'énergie humaine est également requise pour les gros travaux. Ce qui évite peut-être un fort taux de chômage qui serait une véritable catastrophe. Le salaire minimum de ces ouvriers est de 15 à 20 roupies par jour pour 10 heures de travail. Dans la campagne, malgré une meilleure qualité de vie, la situation est plus précaire. Parfois, il y a des paradoxes. L'Inde est un grand producteur de canne à sucre. Néanmoins, dans les villes, l'Indien achète 9 roupies le kilo de sucre, soit environ la valeur d'une journée de travail. Le salaire minimum pour la moisson se situe entre 5 et 10 roupies, sachant aussi qu'une femme gagnera moins qu'un homme. L'Inde, confrontée à une démographie galopante, ne pourra bientôt plus nourrir ses habitants. Espérons que grâce à une prise de conscience collective, une solution verra enfin le jour. Grâce à vous, parrains et marraines, amis et donateurs, l'association française Rencontre Active a permis à l'ANETSA d'exister. En 6 ans, avec une équipe de 12 personnes, cette organisation a contribué à l'éducation de 750 enfants, créé 3 maternelles et une classe pour handicapés mentaux, formé la médecine préventive et dispensé des soins gratuits pour 270 familles, amené l'eau potable dans les bidonvilles,
réaliser des unités de travail pour les femmes et inspirer des actions communautaires pour le développement local et rural. Votre aide est aujourd'hui vitale pour nos familles de Mysore. En découvrant l'Inde, vous pourriez constater l'efficacité et la transparence de notre action. Aidez-nous à conforter notre entraide afin de permettre à cette population démunie de sortir de l'assistance pour acquérir sa dignité humaine.